D'abord, je vais commencer par quelques définitions. D'abord, dans la recherche, il y a eu beaucoup de débats dans les années 90 autour de la notion de paysage, notamment au colloque qui a eu lieu à Georges Pompidou, dont Pierre se rappelle. Il a été considéré comme un objet polysémique, inscrit sur un continuum objet-sujet. Alors, évidemment, oui, d'accord, d'accord. C'était le paysage matériel des géographes physiciens, par exemple, la géomorphologie, etc., au paysage immatériel de l'histoire de l'art notamment, mais pas seulement. Et le plus souvent, le paysage a été considéré comme une construction sociale à double dimension, matérielle et immatérielle. Alors là, je vous renvoie au programme de recherche politique publique et paysage et paysage et développement durable du ministère chargé de l'environnement, dont j'ai présidé le comité scientifique, et toute la littérature scientifique qui est venue après les années 90 à peu près. Et puis je vous renvoie aussi à la Convention européenne du paysage qu'on a mis 5 ans à rédiger à partir de 95 et qui définit le paysage comme une partie de territoire tel que perçu par les populations et résultant de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Interrelations, c'est très important parce que ça renvoie à l'interaction. Alors, maintenant, développement durable. Avant 92, on parlait de développement à long terme. Bon, c'est d'ailleurs un chercheur israélien qui avait défini ce terme il y a longtemps. Et à l'origine, c'était sustainable, qu'on a traduit par durable, alors qu'on aurait dû plutôt le traduire par soutenable. Alors, le rapport Brundtland, alors je suis désolé, j'ai mis 92, c'est 87, hein, il n'y a pas de problème, qui repose sur 3 piliers. Le développement économique, le renouvellement ou la préservation des ressources naturelles et le développement social et culturel, avec surtout une transmission vers les générations futures. Et ce développement rompt avec la notion de PIB, qui repose sur la notion de croissance et l'augmentation de la richesse moyenne. Alors, ce que représente le paysage, alors il se trouve que dans les années 86, 87, je ne sais plus exactement, on a fait une grande enquête en France, 250 personnes interrogées, dont des jeunes dans des lycées. Je me rappelle qu'il y avait un lycée en Savoie, dans la banlieue parisienne, etc., à Créteil, et puis des habitants. Et donc, on en a sorti ça. Là, alors, le paysage, c'est d'abord un objet concret qui représente soit la nature, et qui réunit le plus souvent le végétal, plus rarement animal, plus souvent des éléments physiques comme l'eau, le minéral, les airs, les astres, soit un ensemble composé à partir d'éléments naturels ou artificiels. Deuxièmement, le paysage est abstrait, c'est-à-dire qu'il renvoie à la question de la subjectivité. Il est de l'ordre d'une relation entre l'homme et ce qui l'entoure. Alors, c'est peut être bien sûr en premier lieu le visuel, la vue, le panorama, et plus rarement aux autres sens. On va y venir plus tard. Soit à l'esthétique, à la beauté, qu'on a beaucoup de mal à définir, soit, et ça c'est nouveau, à des sentiments ou des émotions. J'en reparlerai un peu plus tard. Soit à des valeurs sociales, comme l'a dit Anaïs, comme la liberté, l'amour, le bien-être, la pureté, etc. Le paysage est le produit de ces relations entre le biophysique et la société qui met en forme et représente soit un produit social que les sociétés élaborent à la surface de la Terre, soit des pratiques de la nature, soit des pratiques de loisirs, etc. Ou finalement, le paysage est tout ou partie de tous ces éléments. Alors, l'ambiguïté, c'est que le paysage a une dimension utopique indéniable. Euh, Quand on dit paysage, on pense toujours à quelque chose de beau. C'est un peu l'utopie. Et puis en même temps, c'est la dimension prospective, c'est-à-dire le fameux terme de projet sur lequel cette école s'appuie beaucoup. Mais la réalité dépasse souvent l'utopie, c'est-à-dire que le paysage peut être laid. Et oui. Et le beau paysage, c'est souvent celui du passé, alors que le processus d'évolution du paysage, c'est le plus souvent la dégradation. C'est un système de valeurs. Selon les catégories sociales, il peut signifier nature, beauté, décor, verdure, campagne,
etc., etc., jusqu'à l'amour, la vie. Alors pour les jeunes, alors attention aux catégories jeunes, hein, en sociologie, c'est pas évident du tout. C'est la liberté, l'harmonie, la paix, l'égalité, l'amour, les plages ou les montagnes. Alors, ça dépend du milieu social dont les jeunes sont d'origine. Par exemple, je me souviens que dans une prépa, enfin, les étudiants disaient le paysage, c'est la peinture. C'est les impressionnistes. Alors que des jeunes d'un lycée professionnel de Savoie disaient c'est la montagne. Bon, qui est compréhensible d'une certaine manière. Alors, pour les cadres, c'est l'esthétique, l'harmonie, les parcs publics. Et pour les retraités, les agriculteurs, c'est très général ce que je dis. La campagne, les paysages d'autrefois, la montagne et les stations de sport d'hiver. Curieusement. Curieusement. Alors, la relation entre paysage et énergie, c'est une relation qui ne va pas de soi a priori, mais qui a existé à toutes les époques de l'histoire. Rappelons-nous les chauffeurs, les premiers cueilleurs, les premiers hommes cueilleurs, chasseurs. La première énergie, c'était le feu. Pour se chauffer, se protéger, éloigner les animaux sauvages ou les ennemis, cuire les aliments, la poterie, la métallurgie. Et puis l'eau pour l'alimentation, la protection, par exemple les villages sur pilotis, l'irrigation des cultures. C'est une énergie qui a été très souvent sollicitée dès l'Antiquité, avec des moulins à vent, mais surtout au Moyen Âge, dans de nouveaux pays, comme au Moyen-Orient, comme en Afghanistan ou en Iran, en Ouzbékistan, etc., en Beauce, dans la vallée de la Loire. Alors, les moulins à vent, ils ont été essentiels dans un pays qui a été très important pour le paysage, puisque c'est lui qui a inventé le premier mot landscape en 1462. C'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont inventé les polders. Ils ont colonisé le fameux Zuiderzee en extrayant l'eau grâce aux canaux et aux moulins à vent. Les moulins à vent, c'était des pompes qui renvoyaient l'eau dans la mer, avec une digue au bout du Zuiderzee. Alors, cette toile se situe dans l'hôtel de ville d'Enkhuizen. Elle date de 1606. Et vous voyez au fond les moulins à vent qu'on voit ici, avec la ville. Et puis ici, la première agriculture sur les polders, qui n'était pas du tout la céréaliculture parce que les sols étaient salés, c'était le fourrage et donc l'élevage. Et c'est de là que date le fameux fromage Edam. Alors voilà quelques détails, je passe très vite. Et ici, une peinture, une toile de l'Albert Cuyp avec le moulin à vent et puis la fameuse digue du Zuiderzee, dont les Hollandais craignent beaucoup la submersion avec l'élévation du niveau des océans et le réchauffement climatique. Alors voilà une image que je trouve très caractéristique sur l'énergie. C'est la couverture d'un dictionnaire d'agriculture du 19e siècle. Il y a tout là. Il y a la machine à vapeur, il y a le ballon, il y a le train, etc., etc. Bon, c'est assez exceptionnel cette image. Alors voilà les fameux moulins à vent afghans et pakistanais que j'ai pu voir en allant en Afghanistan en voiture, tout près de la ville d'Herat. C'est très curieux parce que ce sont des moulins à vent à turbine verticale, complètement bricolés, enchâssés dans 2 murs de briques sèches et qui tournent sans arrêt dans le désert. Sans arrêt. Et qui permettent de faire de la farine. Alors, il y a une grosse meule en dessous qui tourne. Pardon. Alors, le revoilà, ça c'est près de Herat. C'est complètement bricolé, les planches sont attachées avec des cordes, etc. Bon, alors après, évidemment, les éoliennes modernes, comme ici, au Danemark, dans le Jutland. Ici, c'est près de Tarifa, en Espagne. Il y a 350 éoliennes d'un seul coup. En Espagne, ça passe très bien. C'est très différent de la France parce que l'habitat est beaucoup plus concentré qu'en France, où l'habitat est très dispersé. Vous avez la colonisation romaine a permis d'établir des bourgs à peu près à 25 à 30 km les uns des autres, et tout le reste de l'espace est cultivé, et donc il y a de la place pour les éoliennes. Alors, ça commence un peu à contester, mais pas trop. Alors, ça, c'est pareil. Ici, c'est en Castille.
Et ici, alors c'est une image aérienne, hein, quand on passe en avion au-dessus de la chaîne Cantabrique, on voit ces crêtes ici, ces crêtes qui sont farcies d'éoliennes. Ici, vous en avez des champs entiers. Et l'Espagne a beaucoup fondé sa production d'énergie sur les éoliennes. Alors, bon, évidemment, je passe sur les barrages hydroélectriques, ici sur le Tage en Espagne, et ici sur le Douro au Portugal, les panneaux photovoltaïques, bien sûr, la centrale solaire qui se trouve entre Séville et Cordoue en Espagne, que j'ai eu l'occasion de voir puisque j'ai vécu là-bas pendant plusieurs années. Et ici, la plus grande centrale solaire d'Europe, près de Trujillo, en Espagne. Et ici, une centrale solaire, je ne vois pas très bien, voilà. Une centrale solaire aussi en Andalousie avec les oliviers. Je passe. Alors ça, c'est très intéressant. Du point de vue énergétique, c'est des tours à vent qu'on voit en Iran, à Yazd, à Barkou, etc. Ce sont des tours à vent qui permettent de climatiser les maisons. Enfin, les maisons, disons les palais, hein, les maisons des riches, hein, qui aspirent l'air qui vient du désert par deux conduits qui rafraîchissent les maisons. Quand on se met en dessous, sous la grille qui descend de la tour avant, on sent l'air frais qui arrive et l'air chaud est aspiré et ressort. C'est un système très intéressant qui existe encore et que les Iraniens développent toujours. Alors, maintenant, revenons aux valeurs. D'abord, bon, la Convention européenne du paysage dit perception. C'est différent de représentation sociale. La perception, c'est davantage utilisé dans les pays anglo-saxons et ça renvoie plutôt au sens humain. La vue, l'ouïe, l'odorat, etc., le goût, le toucher. La représentation sociale, c'est plus utilisé dans les pays latins et ça renvoie davantage au groupe social ou à l'individu. Alors ça, c'est ma théorie. Vous en ferez ce que vous voudrez. Représentation sociale, il y a trois échelles. D'abord, l'échelle globale, qui renvoie au modèle paysager formé par la relation de l'être humain à la nature, le modèle du pays de cocagne, oral ou le bucolique, le sublime, le modèle pittoresque, le modèle régional, le modèle dit moderne, entre guillemets. On ne sait pas très bien ce que c'est. L'échelle locale, qui renvoie à la culture locale de la nature et de son territoire de vie, la confrontation, etc., et aussi aux rapports sociaux. Et puis l'échelle individuelle, qui concerne l'expérience personnelle de chaque individu et qui est irréductible à l'individu et dont on ne peut pas se servir dans l'opérationnel. Alors, depuis 1990, on s'est beaucoup intéressé au sens humain. Alors, il se trouve que j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans ma vie de chercheur, et dans la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, c'était très clair. On parlait de l'odorat qui renvoyait à l'odeur iodée de la mer, mais aussi à l'odeur désagréable des lisiers répandus dans les champs, à celle des fleurs de la campagne. L'ouïe, c'était le bruit d'autoroute à 84, les chants des oiseaux de mer, le toucher, la marche sur la tangue de la baie. La tangue, c'est le sable. Et puis le goût, eh bien, c'était les moules de Bouchot ou l'agneau de présalé. C'est assez drôle, mais c'est comme ça. Alors, dans la vallée de la Loire aussi, j'ai fait quelques enquêtes et je me rappelle d'une personne malvoyante qui évoquait le goût d'un vin qui lui rappelait le paysage du Sancerre. Ah oui. Alors, maintenant, les sentiments. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est une approche un peu nouvelle qui évoque les sentiments ressentis devant le spectacle d'un paysage. Il y a eu une thèse qui a été faite par une jeune femme, où je faisais partie du jury de sa thèse, et elle a beaucoup travaillé sur les sentiments ressentis par des individus. C'est très intéressant. Alors, il y avait bien sûr la joie, la tristesse, la colère, la mélancolie. Et je me souviens d'un viticulteur de Cinque Terre en Italie qui me disait le paysage, il paesaggio è gioia. Le paysage, c'est la joie. Bien sûr, parce que ça le renvoyait à son œuvre. C'est lui qui avait fabriqué ce paysage dans les vignes de Cinque Terre. Alors, cette question des sentiments, elle renvoie à une notion que je trouve très importante et très intéressante, c'est la notion de bien-être ou de mal-être. On a fait une grande étude dans la vallée de la Loire avec la mission Val-de-Loire, qui gère le périmètre inscrit au patrimoine mondial. Alors, on a interrogé des habitants, des élus, des responsables d'associations, etc., sur
le bien-être ou le mal-être qu'ils ressentaient face au paysage de la vallée de la Loire. Eh bien, ça a marché très très bien. 82 entretiens qui nous ont permis, alors sur 2 secteurs, sur Châteauneuf-sur-Loire et l'autre près de Saint-Mathurin-sur-Loire, ça nous a permis d'identifier 52 critères de bien-être et de mal-être qui renvoient au secteur de l'économie, à l'agriculture, le bien-être ressenti quand les agriculteurs n'utilisent pas de pesticides, mais quand ils répandent des bouts de cuisson des betteraves rouges dans les champs, c'est le mal-être. La santé, le bien-être est ressenti quand il y a suffisamment de médecins dans la proximité immédiate, etc. L'énergie, bien sûr, la présence d'une centrale nucléaire, plutôt ressentie comme du mal-être par certains, d'autres qui profitent des avantages de la centrale parce que EDF leur paye une piscine, des équipements scolaires, des stades, etc. C'est plutôt le bien-être. Eh bien, on pourrait dire que ces critères de bien-être pourraient être considérés comme des indicateurs d'évaluation de la qualité des paysages. Alors voilà quelques images de la vallée de la Loire, je passe très vite. Voilà l'épandage des bouts de cuisson des betteraves rouges, parce qu'il y a 3 grosses usines qui font des betteraves rouges. Là, c'est le plus gros marché en France. Voilà un, un bloc diagramme de la vallée de la Loire, près de Châteauneuf. Je passe très rapidement. Alors, le paysage, effectivement, c'est un produit de l'économie. Tout paysage, c'est le résultat des activités économiques sur le milieu naturel, inerte et biologique. Tout changement qui intervient dans les activités se traduit par des dynamiques des paysages. Alors, il y a des évolutions, des tendances à moyen ou long terme. Et évidemment, c'est très important d'évaluer les effets des variations de l'économie sur les paysages. Alors, je cite ce texte d'Alexis de Tocqueville dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, en 1850. Qu'est-ce qu'il dit ? Je cherche une passion qui soit naturelle à des hommes que l'obscurité de leur origine ou la médiocrité de leur fortune excite et limite, et je n'en trouve point de mieux approprié que le goût du bien-être. Et voilà. Ça, c'est intéressant. Il évoque donc le bien-être des classes moyennes et qui s'étend aux différentes couches de la société. Alors, le bien-être, c'est, si l'on s'en tient aux définitions du trésor de la langue française, disposition agréable du corps et de l'esprit, sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques et absence de tension psychologique, qui renvoie à la santé, la satisfaction des nécessités fondamentales de l'existence humaine. Le PIB, c'est le terme de welfare dans les travaux américains. Le contre-exemple, c'est le fameux naufrage de l'Exxon Valdez qui, en Alaska, a répandu du pétrole sur les côtes. Curieusement, le PIB a augmenté parce que l'activité de dépollution a fait augmenter le PIB. Alors, c'est un peu contradictoire. Le Canada possède un Conseil national du bien-être social. Bon, je passe, etc. Nouvelle réflexion. Alors, il y a un rapport très important que vous pouvez vous procurer sur Internet. C'est le rapport Stiglitz, qui est relatif aux performances économiques et du progrès social, qui avait été commandé par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est un rapport très important qui traite de l'économie et qui aborde les notions de bien-être subjectif et comment on va le voir. Alors, c'est les questions de l'évaluation de la santé, l'éducation, le bien-être subjectif, etc. Je passe. Alors, le bien-être individuel, il peut être corporel, spirituel, matériel. Le paysage, bien, c'est la mobilisation des sens humains, la reconnaissance de la place de l'individu dans les décisions d'aménagement, etc. Le paysage comme objet de production de biens matériels. Le bien-être social, c'est la situation matérielle de la société, les rapports sociaux. Est-ce qu'on a un climat social apaisé ? En ce moment, ce n'est pas terrible. Les apports du paysage, c'est les biens offerts à la société par les activités économiques. L'harmonie des paysages, attention, l'harmonie des paysages, c'est l'harmonie des hommes entre eux. C'est plus social que esthétique. Le paysage comme œuvre collective. Il y a un très beau texte d'Élise Reclus qui traite de cela. C'est très beau comme texte. Alors évidemment, il faut éviter toute vision angélique, une conception déterministe et uniquement visuelle du paysage.
Alors, les paysages européens contemporains, c'est le bien-être ou mal-être? Il y a une indéniable élévation du niveau de vie avec la production des biens de consommation, l'accès au confort, au loisir, à la culture, etc. Mais une inégalité spatiale entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Là, je fais allusion au lopin de terre autour des villes d'Europe de l'Est comme Varsovie, Budapest, etc., avec tous ces petits jardins ouvriers qui ont été revendiqués parce que l'économie soviétique avait produit de l'agriculture en masse et pas du tout des biens alimentaires. Il y a des régions dites défavorisées, des régions riches. Et puis, bien sûr, l'étalement urbain, la déprise agricole et l'accentuation des disparités sociales. Les facteurs de mal-être, c'est la rationalisation des activités qui va vers des gains de productivité. Alors là, bon, vous connaissez ça, la disparition des tous petits éléments végétaux, agrandissement du parcellaire, les conséquences sur les qualités de l'eau, de l'air, du sol, la biodiversité, dépréciation des paysages ruraux. Idem pour les paysages urbains, priorité au tout automobile. Ça change un peu en ce moment, la pollution, les ghettos urbains, etc., etc. Et puis la recherche du profit immédiat et surtout la logique de la vitesse. Il faut aller de plus en plus vite. Les supermarchés, vous savez, les grands centres commerciaux, c'est l'éloge de la vitesse. Il y a même des crèches à l'intérieur des centres commerciaux pour que les parents puissent faire leurs courses pendant que les enfants sont gardés. Je passe très vite là-dessus. Alors, bien sûr, il y a dans l'économie, comme le disait Anaïs tout à l'heure, une tendance à la monétarisation des biens non marchands. On va en reparler. Alors, les critères de bien-être, ils permettent d'évaluer le ressenti des individus à un équipement producteur d'énergie, comme une éolienne, un barrage, etc. Ces critères, donc, comme je l'ai dit, peuvent être considérés comme des indicateurs d'évaluation des effets des projets de production d'énergie sur les paysages. C'est la qui pose le plus de problèmes, parce qu'ils sont toujours interactifs, comme la production des paysages, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans un sens ou dans l'autre. Alors, je passe assez vite là-dessus. Voilà, les relations avec le paysage, avec l'économie, le développement des infrastructures, c'est la fragmentation de l'espace, la pollution atmosphérique. En Europe, il y a 80 000 décès par an d'une exposition longue à la pollution atmosphérique. Ça, c'est les chiffres de l'OMS. Les accidents routiers, 120 000 morts et 2,5 millions de blessés. Le développement urbain, 33 500 hectares entre 2000 et 2006. Le taux de progression des surfaces artificialisées, 3% entre 2000 et 2006. Après, il y a des variations selon les régions. Et puis, le taux de progression des surfaces urbanisées, 2000 à 2006, 2,1%, avec des variations selon les régions. Et puis, le développement de la production hors sol. Alors, les élevages hors sol, c'est par exemple, comme en Bretagne, où j'ai fait beaucoup d'enquêtes, l'usage des antibiotiques pour éviter que la peste porcine se développe. Alors, ça fait grossir les porcs. Formidable. Et après, quand vous mangez de la viande de porc, vous dégustez les antibiotiques. Les lisiers, les fosses à béton. Alors ça, je me suis intéressé à ça. Je vais vous raconter une anecdote assez extraordinaire. Il se trouve que dans une enquête auprès d'un agriculteur en Bretagne, il me dit, je vais fabriquer une fosse à lisier, ça va être obligatoire. Alors c'est du béton. Alors je me dis, tiens, c'est intéressant, je vais m'intéresser au marché des fosses à lisier. Je vais voir le responsable des adjudications à la Chambre d'agriculture de Saint-Brieuc. Je lui dis, je voudrais voir le dossier des adjudications des fosses à lisier. Il me dit, si tu touches à ça, tu termines dans le béton. C'est authentique. Bon, alors, les cultures hors sol, alors c'est les serres, etc. Bon, alors, j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans une colonie agraire à l'embouchure du Guadalquivir. Et là, les pauvres agriculteurs qui font des légumes sous serre, ils traitent leur culture sans mettre de gants, de masques, de lunettes, de combinaisons. Et le taux de cancer du côlon est 25% supérieur à la moyenne. C'est épouvantable. Alors, l'économie des aménités. Ça, c'est intéressant. On peut dire que le paysage fait partie de l'économie des aménités. Et bien sûr, tout ceci est lié au changement climatique, au réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité.
Alors c'est vrai que le paysage est apparu un peu plus marginal dans ces questions de réchauffement climatique et d'érosion de la biodiversité, mais le programme PDD 1, Paysage et développement durable, première phase, l'a un peu abordé. C'est la spécialité des économistes. Alors, adhésion aux théories de l'offre et la demande. Alors, mise en œuvre des préférences. Attention, les individus ne raisonnent pas toujours en termes de préférences. Alors, les représentations sociales se structurent différemment. Alors, c'est vrai que les économistes sont peu à l'écoute des autres disciplines comme la géographie, la sociologie, l'anthropologie, etc. Mais enfin, bon, il y a maintenant un peu plus d'interdisciplinarité. Alors, on peut mesurer la qualité de la vie, valeur qualitative, valeur quantitative. Que signifie la valeur monétaire d'un paysage? Alors, ça a été assez critiqué par les chercheurs en sciences sociales et les professionnels du paysage. Elle peut être pratique. Priorité est donnée à un paysage de faible valeur économique par rapport à un paysage de forte valeur économique. Bon, c'est très discutable, à mon avis. Les approches conceptuelles de la qualité de la vie, ça peut être le bien-être subjectif, ça c'est le rapport Stiglitz. Le but universel de l'existence humaine, c'est donner à chacun la possibilité d'être heureux et satisfait dans la vie. Les capacités, on y reviendra, mais je pense que d'autres vont y revenir aussi, capacités élémentaires, capacités complexes, allocation équitable, c'est la pondération des différents aspects non monétaires de la qualité de la vie. Et puis les mesures classiques basées sur le marché, du revenu, de la richesse et de la consommation qui sont insuffisantes pour évaluer le bien-être humain. Elles doivent être complétées par des indicateurs non monétaires, je dis bien non monétaires, de la qualité de la vie. Ça, c'est le rapport Stiglitz. Bon, je passe là-dessus. Ça, c'est assez banal, quoi. Les caractéristiques de la qualité de la vie, c'est la santé, l'éducation, les activités personnelles, la représentation politique et la gouvernance, les liens sociaux, les conditions environnementales, l'insécurité, et puis les questions transversales, c'est les inégalités, les combinaisons entre divers critères. Je passe. Bon. Je vais aussi passer là-dessus. Bon, nombreux facteurs. L'importance des indicateurs non monétaires, données sur le bien-être objectif, c'est l'évaluation cognitive de l'individu, les émotions positives, la joie, la fierté, on l'a dit, les émotions négatives, la tristesse, l'inquiétude, la souffrance, etc. Et puis les données objectives, c'est l'autonomie par rapport aux liens sociaux, la diversité des expériences, inégalité de perception de la qualité de la vie, les effets cumulatifs et interactifs, et puis les mesures scalaires à améliorer, niveau moyen de satisfaction dans la vie, indice composite, agrégeant des moyennes dans divers domaines, comme l'indice de développement humain, etc. Alors, à l'échelle globale, c'est-à-dire planétaire, le développement durable et l'environnement, bon, continental ou national, mais peu local, les tableaux de bord ou les batteries d'indicateurs, des indicateurs sociaux à la soutenabilité, ça a été élaboré par le rapport Stiglitz, les indices de soutenabilité environnementale, il y a 76 indicateurs qui ont été identifiés par la commission de Stiglitz, etc. Je passe assez vite là-dessus. Et puis l'indice de performance environnementale, qui est une forme réduite avec 16 indicateurs seulement. Alors, attention, là je reviens aussi là-dessus, ne pas faire confiance aux valeurs marchandes pour la soutenabilité. Alors ça, c'est un rapport de Nordhaus et Tobin, un indice de bien-être économique et soutenable, l'estimation de la richesse publique et privée totale comprenant le capital reproductible, le non reproductible, par exemple les terres agricoles, le capital éducatif, le capital santé, et puis la consommation, la déduction de la consommation du coût estimé des pollutions de l'eau, de l'air sonore, la disparition des zones humides, des terres agricoles et forêts primaires, et les dommages issus des émissions de CO2 et de la dégradation de la couche d'ozone. Bon, alors il y a deux scénarios hypothétiques, estimation des dommages qui vient de la dégradation de l'environnement et les coûts pour éviter la dégradation de l'environnement. Je vais passer à très vite. Je passe sur l'empreinte écologique, vous la connaissez, vous connaissez cette question. Tous ces indices, les batteries d'indicateurs, les indices de soutenabilité, etc. Bon, voilà, je vais passer assez vite. Alors, je passe là-dessus. Alors, paysage et énergie. Bon, voilà un exemple d'un moulin à vent dans la vallée de la Loire. Alors, pourquoi les cathédrales du XXIe siècle? Ça, c'est Alain Roger, philosophe de l'esthétique du paysage, qui a défini les centrales nucléaires comme les cathédrales du XXIe siècle. Bon.
attention, on dit en ce moment, puisqu'on va construire de nouveaux EPR, que les centrales nucléaires n'émettent pas de CO2. Quand elles sont construites, peut-être. Sauf qu'elles réchauffent quand même l'eau des fleuves dans lesquels elles pompent l'eau pour refroidir les réacteurs. Par contre, quand on construit une centrale, c'est des centaines de tonnes de béton, d'acier, et donc là, ça produit du CO2. Indéniablement. Alors, il ne faut pas rigoler. Alors, je vais prendre l'exemple du Mont-Saint-Michel. Il se trouve que le Mont-Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un des premiers, sans plan de gestion, sans analyse comparative. Une page le dossier, une page. C'est un paysage, et puis des paysages, ceux de la baie, les paysages maritimes, les paysages de colonisation maritime, les bocages, les paysages urbains et périurbains, avec les 3 échelles, global, local, etc. Voilà la baie du Mont-Saint-Michel avec ces différents paysages. Je ne vais pas détailler, il y a différents bocages. Les bocages qui sont ici dans la Manche sont très différents de ceux de la Bretagne. Ici, c'est le Mont-Saint-Broladre, la plaine du Mont-Dol. Non, le Mont-Dol, il est par là. Voilà, il est par là, ici. Etc. Cancale. Bon. Et puis le Mont-Saint-Michel, ici. Voilà, la merveille. Alors, oui, pardon. Voilà, le Mont-Saint-Michel et Tomblaine. Alors, c'est un paysage qui est vu de l'extérieur, c'est-à-dire qui est défini par une couronne de points de vue qu'on appelle les Montjoie. C'est des belvédères qui constituent les portes d'entrée dans la baie. C'est le lieu d'où les pèlerins apercevaient le mont, étape ultime de leur parcours religieux. Aujourd'hui, ce sont des lieux de curiosité paysagère, c'est-à-dire voir le mont depuis plus de 40 km. Le plus lointain, il fait 43 km. Alors, il se trouve, alors voilà la carte du relief, je passe. Voilà un Montjoie. C'est une table d'orientation qui se trouve à 43 km du Mont-Saint-Michel. Et vous avez le Mont-Saint-Michel, là, au bout de la flèche. Tout petit. Mais n'empêche qu'on le voit. Alors, il y a eu des projets d'éoliennes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Aïe, aïe, aïe. Alors là, l'UNESCO s'est mobilisé et a demandé un rapport. Et il se trouve que je suis allé sur place avec un responsable du ministère de l'Environnement pour évaluer l'effet des éoliennes sur la qualité du paysage du Mont-Saint-Michel. Elles étaient tout à fait en bordure. Alors l'idée extraordinaire de quelqu'un du ministère de l'Environnement, c'est de dire on va définir des cercles de 20 km et de 40 km pour dire où est-ce qu'on peut mettre des éoliennes ou pas. Sauf que le paysage, ce n'est pas un espace géométrique ou mathématique. Un paysage, il y a du relief, il y a des arbres, il y a des haies, etc. Donc l'histoire du cercle géométrique, ça ne marche pas très bien. Alors, on a défini, voilà les cercles. Oui. Formidable. Les éoliennes, elles étaient par là. Ici, attendez. Voilà, ici. Voilà, il y avait un projet d'éolienne ici, puis il y en avait d'autres ailleurs. Ici, bon. Et, alors, on a défini une aire d'influence paysagère qui correspond à l'échelle globale. C'est le Mont-Saint-Michel vu depuis la couronne des points de vue. Avec le Mont-Saint-Michel, repère permanent qui établit l'échelle du paysage, incommensurable bien sûr, et avec le non-sens du cercle de protection. Alors le problème, c'est que tout objet qui s'intercale entre le point de vue et le mont détruit cette perception. Ça, c'est très clair, vous allez voir. Voilà l'aire d'influence paysagère du Mont-Saint-Michel. Les éoliennes, les voilà. Ici, celles-là, elles ont été interdites, celles-là, elles ont été permises. Il y en avait encore là. Voilà. Alors voilà l'exemple d'une perception qui détruit la perception du Mont-Saint-Michel. Il est là, au bout, là, ici. Vous le voyez. Or, le pylône et le calvaire, eh bien, ils effacent complètement le Mont-Saint-Michel. Deuxième exemple, un hangar agricole et un pylône. C'est pareil. Donc, c'est bien une question d'échelle de perception. Voilà. Alors, la conclusion, ou les conclusions, si vous voulez, c'est que entre paysage et énergie, je dirais que les relations sont à peu près les mêmes que pour d'autres domaines. C'est des relations très dépendantes des représentations sociales.
c'est-à-dire des représentations que les acteurs se forgent des paysages. Il faut donc tenir compte des sens humains ou des sentiments, du bien-être ou du mal-être que les acteurs ressentent, avec des critères qui peuvent être considérés comme des indicateurs. Les enjeux de l'avenir, évidemment, c'est le réchauffement climatique, fortement dépendant des ressources énergétiques, la production de gaz carbonique, l'érosion de la biodiversité, tenter d'évaluer les effets des sources d'énergie sur les écosystèmes. Alors, par exemple, est-ce qu'une éolienne est capable de faire disparaître des vols d'oiseaux avec les pales qui tournent? C'est une question que je me pose. Et puis, bien sûr, dernier lieu, moi je trouve ça c'est très important, la participation citoyenne. Le paysage offre de réelles possibilités. Alors vous avez sur le site du Conseil de l'Europe un rapport qui s'appelle « Démocratie et paysage » avec des exemples, une centaine d'exemples de participation dans les pays d'Europe à travers la question du paysage. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Yves. Je vous prends le micro une minute. Alors non, restez. Oui, voilà, exactement. Si quelqu'un a des questions, on peut les prendre. On a le temps de prendre des questions sur cette présentation extrêmement riche. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question sur l'importance de l'échelle des perceptions, notamment la slide où il y avait le Mont-Saint-Michel et le poteau électrique et le calvaire. C'est impossible de garantir cette échelle de perception partout, sur tout le territoire, enfin autour du Mont-Saint-Michel. Donc, est-ce que l'important, c'est pas plutôt d'avoir des secteurs, je ne sais pas, des belvédères, où là, ok, on doit préserver cette échelle des perceptions, mais sur tout autour, enfin à 20 km à la ronde du Mont-Saint-Michel, c'est illusoire, c'est pas possible, si ce n'est tout raser ou... Vous avez raison, hein, vous avez raison. C'est très difficile de préserver cette échelle de perception partout dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais ça s'applique dans d'autres territoires. Ce n'est pas seulement la baie du Mont-Saint-Michel. Il se trouve que j'ai aussi participé à l'évaluation du dossier des châteaux Qatar, 10 Qatar, les châteaux philippiens. Il y avait des projets d'éoliennes tout près. C'était exactement pareil. Exactement pareil. Et concernant cette question d'échelle, quelle est la réception des organismes en charge en fait c'est pas de la protection, mais de la mise en valeur et du développement de ces sites inscrits UNESCO, puisque c'est l'exemple. Est-ce qu'ils reçoivent ces arguments ou est-ce que pour eux, de toute façon, il y a une opposition très tranchée sur certains modes de production électrique? Alors ça dépend des acteurs, en général, mais d'une manière générale, ils reçoivent assez bien les arguments. Assez bien. Là, par exemple, les éoliennes qui se trouvaient dans l'aire d'influence paysagère ont été interdites, alors que celles qui se trouvaient à l'extérieur ont été autorisées. Alors, il y avait eu une étude de la DDT de la Manche, assez folle, qui a coûté très très cher. Ils ont évalué ce qu'on voyait des pales des éoliennes depuis la plateforme de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. On voyait 1 millimètre de pales à 40 km. Un peu ridicule. Et donc, ça n'a pas marché, ça. C'est l'aire d'influence paysagère qui a été le... C'est pas moi qui en suis l'auteur, hein, mais c'est ça qui a déterminé les interdictions ou les autorisations des éoliennes.